Et c'est parti pour le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème. Nous allons à présent parler de finances durables ou de finances solidaires avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Bonjour Frédéric Villot. Bonjour Nicolas Pagnès, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Ça fait 2 ans que vous venez régulièrement sur le plateau de Smart Bourse nous apporter des pistes d'investissement ou des éclairages sur cette économie sociale et solidaire, sur la finance durable ou la finance responsable. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de termes pour définir ces engagements, ces valeurs dans l'investissement. On s'arrête quelques minutes tout d'abord avant de parler des actualités en matière de finances responsables ou durables sur votre média, Mediatico, qui ouvre son capital à ses lecteurs, Frédéric. Voilà, on a décidé à notre tour, effectivement, de profiter du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est le mois de novembre, de profiter de la semaine de la finance solidaire qui s'est terminée la semaine dernière pour dire à tous les téléspectateurs, à tous les internautes, à tous les lecteurs de la presse engagée, que si vous voulez donner du sens à votre argent, eh ben, ce mois-ci, on vous recommande de mettre votre argent chez Mediatico parce qu'effectivement, pour la première fois, on ouvre notre capital et on fait notre levée de fonds, notre première levée de fonds. Alors, Mediatico, faut savoir que Mediatico a 9 ans. C'est un média en ligne spécialisé sur l'économie sociale et solidaire, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie à impact, quand on élargit un petit peu le spectre, effectivement sur la finance verte aussi. Et en fait, jusqu'ici, on s'est toujours développé sur nos ressources propres. Mais là, on vient de traverser quand même une crise qui a duré 2 ans, la crise du Covid, qui a rebattu les cartes à notre sens, dans le paysage médiatique et puis en matière d'engagement aussi. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'abord que les grands médias se mettaient à parler de nos sujets. Ça tombe bien parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait le cas. C'est pour ça que j'ai créé Mediatico. Et là, on a vu que les sujets qui concernaient l'actualité associative, les acteurs de l'engagement, se retrouvaient dans les grands médias. Très bien pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Par contre, nous, ça nous pousse à réfléchir. Et puis, en parallèle, dans l'économie sociale et solidaire, il y a le champ social et puis il y a le champ environnemental. Bien sûr. Tous les sujets environnementaux, aujourd'hui, avec la crise climatique, évidemment, ils sont dans beaucoup de grands médias. Pas encore tous, malheureusement, mais ils y sont de plus en plus. Et là aussi, tant mieux. Par contre, nous, Mediatico, médias engagés sur l'économie sociale et solidaire, ça nous pousse à réfléchir à notre ligne éditoriale. À quoi sert-on encore aujourd'hui et comment peut-on davantage se spécialiser, faire plus d'analyse? Vers quoi va-t-on aller demain? Eh bien, en fait, on a décidé pour nos 10 ans, l'année prochaine, on a décidé d'accélérer et on a décidé de basculer d'un média essentiellement concentré sur l'économie sociale et solidaire à un média qui va être un média de l'impact. Et donc, voilà, on est en train aujourd'hui de faire une levée de fonds pour ça. Et alors, ça se traduit comment, cette transformation entre un média d'économie sociale et solidaire et un média dédié à l'impact ? Alors, la première chose qu'on veut faire, on veut faire plus de décryptage de l'actualité générale sous l'angle de l'impact. Dans l'actu, voilà, dans toute la presse, on parle de l'actualité générale, mais on parle de l'impact seulement de temps en temps. Nous, on veut avoir une vision transversale de l'actualité et dire, voilà, quand il y a une décision de politique économique, quand il y a une décision d'entreprise ou de financier qui est prise, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact social, en termes d'impact environnemental, en termes d'impact territorial. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on veut plus de signatures, on veut des chroniques, on veut des signatures engagées pour aller plus loin dans l'interpellation, en fait, des gens qui ont du pouvoir et des gens qui guident le pays et qui guident les décisions économiques. On va faire des émissions vidéo avec des patrons engagés, on va construire un réseau de correspondants en région également, parce que c'est important quand on parle de l'économie à impact ou de l'économie sociale et solidaire, de se rappeler que l'économie, elle est ancrée dans les territoires. C'est les TPE-PME d'abord, bien sûr, oui. Les grands groupes, ils sont là, bien sûr, ils sont cotés en bourse, mais on ne peut pas oublier les TPE-PME, c'est elles qui animent le tissu territorial économique. Et puis, donc ça c'est pour la partie éditoriale, et puis on va aussi aborder un virage économique. D'accord. Jusque-là, on était un média sur abonnement pour nos lecteurs. On a décidé de basculer sur un média entièrement gratuit pour les internautes. En revanche, on va lancer des newsletters spécialisés sur l'impact, thématiques, donc on va décliner différentes thématiques sur l'impact et on va vendre ces newsletters sur abonnement aux entreprises. Et puis bien sûr, parce que c'est aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires, on va continuer de développer les prestations audio, vidéo, événementielles pour les collectivités locales ou pour les entreprises qui sont en transition ou qui sont elles-mêmes engagées. Un mot peut-être, on parle de levée de fonds, effectivement. Quels sont les chiffres clés? Quels sont à partir de combien on peut souscrire à cette levée de fonds? Quels sont les détails de cette levée de fonds? Alors, déjà, notre objectif, c'est de doubler notre audience et tripler notre chiffre d'affaires d'ici 2 ans. On va donc renforcer notre équipe éditoriale et commerciale. Dans l'immédiat, on ouvre
sur 15% du capital pour lever entre 150 et 200 000 euros. La date butoir de cette levée de fonds, c'est le 10 décembre, un petit peu avant la fin de l'année, évidemment, parce qu'il y a de la défiscalisation derrière, je vais vous en parler. La part, elle est à 1 000 euros et on a donc la chance de bénéficier d'un avantage fiscal très important qui est accordé par Bercy, bien sûr, parce qu'on est à la fois une entreprise solidaire d'utilité sociale, avec l'agrément ESUS, et on est aussi une entreprise solidaire de presse d'information. SPI, c'est le statut de Charlie Hebdo en réalité, et l'État accorde pour les entreprises comme la nôtre une défiscalisation de 50% de votre investissement. Ça veut dire que si vous investissez 1 000 euros dans Mediatico, ça vous coûte 500. Si vous investissez 10 000, ça vous coûte 5 000, puisque vous pouvez... non, ça vous coûte... La défiscalisation est un petit peu différente. Il y a un plafond à 2 000 euros d'investissement pour les couples. Mais voilà, il y a un mécanisme de défiscalisation qui permet d'aider le pluralisme de la presse. Voilà, donc on peut retrouver toutes les informations sur le site de Mediatico directement. Alors si on passe maintenant au sujet actualité en finance durable, en finance solidaire ou en finance responsable, quelles sont les grandes actualités qui vous ont marqué depuis la dernière fois où l'on s'est vu, Frédéric? Alors depuis le mois dernier, déjà il y a eu la semaine de la finance solidaire, c'était la semaine dernière, elle est organisée par FAIR, anciennement Finansol, et alors donc c'est l'occasion évidemment de parler au grand public. Alors d'une part il y a une remise de prix qui a permis de saluer les efforts et l'engagement de 4 associations ou structures de solidarité. Il y a les hôtels solidaires qui font de la collecte, soit de mobilier, soit de croissants et qui les redistribuent à des démunis. Il y a la cravate solidaire, parce que vous savez que la solidarité, chez eux, elle commence par la cravate. On n'en a pas aujourd'hui tous les deux, mais pour les gens qui sont très très éloignés du marché de l'emploi, qui cherchent à se remettre le pied à l'étrier et qui n'ont pas de cravate, qui n'ont pas de costume, qui n'ont pas non plus la bonne coupe de cheveux, et la cravate solidaire les aide et les coach en fait avant de revenir sur le marché du travail. Il y a la coopérative agricole Mugano en Afrique et puis une coopérative qui s'appelle Oasis en France qui fabrique des lieux écologiques et solidaires. Ils ont été tous les 4 récompensés. Et cette opération-là, elle vise à sensibiliser le grand public pour lui dire, oui, si vous avez de l'épargne, placez-la en investissement solidaire, en épargne solidaire. Bien sûr, oui. Voilà à quoi ça sert, voilà les types de projets que vous pouvez soutenir. Et on peut soutenir au travers de différents types de placements financiers. Il y a des livrets de partage, au travers desquels on partage les intérêts du livret en fin d'année. Il y a des fonds solidaires, il y a de l'assurance vie solidaire, il y a même, depuis quelques temps maintenant, des foncières solidaires, donc sur le marché immobilier, portées par exemple par Habitat et Humanisme. Et donc on voit que tout le paysage des placements financiers est en train de s'organiser. Au total, en France, l'épargne solidaire aujourd'hui, c'est 25 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2018, donc ça augmente quand même vite. C'est à peu près 20-25% d'augmentation tous les ans. Et sur ces 25 milliards d'euros, il y en a 14 milliards qui viennent de l'épargne salariale. Donc cette épargne salariale, c'est un vrai coup de boost. C'est très important que la législation ait permis d'investir dans la finance solidaire. Et ça permet évidemment aux Français de financer des projets qui ont de l'impact social et territorial et environnemental, comme on en parlait tout à l'heure. Alors Frédéric, en matière de finances responsables, il y a aussi parfois des réflexions un peu plus de fond ou philosophiques, notamment en lien avec ce qui se passe sur le sol ukrainien, avec la guerre sur le sol ukrainien. C'est ça. Là, on est très en prise avec l'actualité. Vous avez... alors, sur l'Ukraine, il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets cette semaine. Donc, c'est dire que effectivement, le débat d'idées est assez animé dans la finance responsable. Donc là, on parle d'investissement, on ne parle plus d'épargne. Bien sûr. Donc, on a eu une étude qui a été publiée par la Zagori Foundation, c'est une fondation ukrainienne, qui nous dit que le fundraising par temps de guerre en Ukraine a augmenté de 65% en 2022. Alors, bien sûr, il y a un effet de patriotisme exacerbé parce que l'ensemble du pays, parce que là, je vous parle du fundraising des Ukrainiens vis-à-vis des Ukrainiens. D'accord, sur le sol ukrainien. Sur le sol ukrainien. D'accord. Et donc, le patriotisme, bien sûr, pour résister à la guerre provoquée par la Russie. Et en même temps, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont en train de souffrir économiquement et qui, malgré tout, font preuve de générosité et de solidarité envers leurs compatriotes. Donc ça, c'est un premier élément, moi, qui m'a marqué cette semaine dans l'information. Et puis, deuxième sujet lié à l'Ukraine, hier soir, on a une association française qui s'appelle Éthique et Investissement, qui organisait une conférence à Paris sous l'intitulé « Est-ce que financer l'armement, c'est financer la guerre ou est-ce que c'est financer la paix ?» Vous connaissez l'adage latin « si vis pacem parabellum », si tu veux préparer la paix, prépare la guerre, si tu veux avoir la paix, prépare la guerre. Eh bien, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que
est-ce que les financiers qui étaient présents hier ont conscience de ça? En fait, oui, parce qu'ils ont attiré du monde. Donc, ils s'interrogent sur cette problématique-là. Il y avait des représentants de l'industrie de l'armement aussi qui étaient présents lors de la conférence. Alors, d'abord, il faut dire qu'on est sous le sceau de la confidentialité. On n'a pas le droit de dire qui a dit quoi. On n'a pas le droit de rapporter. On sait qu'il y a eu des discussions. Voilà. Il y a eu des échanges privés, on va dire. Et bien sûr, il n'est pas sûr que les opinions des uns et des autres aient changé à l'issue de la conférence. Par contre, moi, ce que je trouve très intéressant quand même, c'est qu'au moins, le débat a été posé par éthique et investissement. Et ça, c'est important parce que c'est cette réflexion qui nourrit les stratégies d'investissement des gestionnaires d'actifs. En matière d'actualité climatique, de financement de la transition énergétique, est-ce que là, il y a des actualités qui vous ont marqué également, Frédéric ? Il y en a plein. Vous savez qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc, je ne vais pas revenir dessus ici. La presse est pleine de sujets polémiques à ce sujet-là, sur les droits sociaux, sur l'environnement. Bon, il y a énormément de choses à dire. On est aussi 2 semaines après la mise en demeure de BNP Paribas par des ONG qui ont enjoint la première banque européenne de la zone euro de cesser de financer ce qu'ils appellent le chaos climatique, puisque BNP Paribas, effectivement, a beau dire oui, nous on finance l'impact, on est le premier financeur de l'impact en France et voire même en Europe. En réalité, ces ONG disent BNP Paribas soutient l'expansion des énergies fossiles. Ils ont investi 55 milliards de dollars de financement entre 2016 et 2021. Donc voilà, ça se pose comme ça, le débat pour BNP Paribas. Et puis, aujourd'hui même, on a le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, qui a organisé ce midi une conférence investisseurs avec Greenpeace pour parler de quoi? Des émissions carbone de Total Energy. Alors là encore, on n'a pas le droit de dire qui a dit quoi, c'est sous le sceau de la confidentialité. J'avoue que c'est pas facile de faire son boulot de journaliste quand on essaye d'aller à la pêche aux informations et de venir les relater sur Bismart. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait dire que le monde de la finance a besoin de plus de transparence. Ça me paraît évident. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est étonnant d'apprendre dans le rapport de Greenpeace que Shell a un bilan carbone qui est plus de 3 fois plus élevé que celui de Total Energy, alors qu'en fait, ils produisent quasiment un poil plus de pétrole et de gaz. Donc, il y a manifestement quelque chose de bizarre dans les chiffres communiqué par Total, et on est en droit de soupçonner que c'est pas tout à fait la vérité. Et je trouve que c'est un très très bon signal que le Forum pour l'investissement responsable se préoccupe très sérieusement de ces sujets, invite les investisseurs et sensibilise finalement les citoyens à ces sujets-là. Merci beaucoup Frédéric Villot d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mediatico qui réalise une levée de fonds actuellement. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouvel épisode de Smart Bourse en direct sur Bismart.